Bon, bonjour à tous. On va commencer à attaquer. Normalement, j'espère que dans les villes, normalement, vous nous entendez. Donc, bienvenue à tous pour cette journée SOS AR version réanimation. Donc, on va commencer avec la présentation du docteur Moyer qui nous vient donc de Caen et qui va nous donner un petit peu le kit de survie pour la première garde. N'hésitez pas à émarger dès que vous avez 5 minutes pendant les pauses et à nous donner d'autres idées de topo si vous en avez. Merci, JD. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, on va commencer par un kit de survie de la première garde de seniors. Je ne sais pas ici qui a déjà fait des gardes de seniors. Une personne. Bon. C'est un topo qui paraît très concret comme ça parce que vous allez être confronté à ça, mais qui est un peu abstrait à faire. Donc comme on commence la journée, on va y aller doucement. On va commencer par ce monsieur. Alors vous vous dites, ça y est, on a invité un médecin du Calvados et il nous montre des photos militaires, ce qui est normal. C'est 80e année du débarquement. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur? Je ne pense pas. C'est le Major Howard. Alors, quelle est la particularité du Major Howard? Le Major Howard, c'est un des premiers alliés à être arrivé le jour du débarquement. Il n'est pas arrivé le 6, mais le 5 à 23h53. Il n'a ni été parachuté ni arrivé par la mer de manière assez particulière. Il est arrivé en planeur. Et sa mission, c'était de prendre 2 ponts sur un canal et une rivière. Et particulièrement un pont qui s'appelle le pont de Bénouville, qui sera renommé Pegasus Bridge. Et sa mission, c'est d'empêcher que les Allemands repassent par ce pont pour aller repousser les troupes qui vont arriver par la mer. Alors pourquoi je vous parle de ce monsieur? Parce que si vous avez vu ou pas le film Le jour le plus long, il se répète toute la nuit face aux contre-offensives allemands. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève. Et vous verrez que certaines de vos gardes, dans votre vie, c'est un peu ça. Il y aura des flux de malades, du flux de travail, et vous vous direz, il faut tenir jusqu'à ce qu'on nous relève. Alors moi, je vais vous essayer de vous donner quelques tips, et n'hésitez pas à me poser des questions au milieu ou à la fin, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi faire des gardes de seniors? Quand j'étais interne, on faisait des gardes de seniors avant d'être thésé, c'était un peu pour se former. Maintenant, vous êtes obligé avec le docteur junior. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ça va faire partie de l'évolution naturelle de votre carrière. Pourquoi? Vous allez renforcer vos connaissances médicales. Vous allez vous mettre dans des situations compliquées, donc forcément, elles vont se développer. Vous allez développer vos compétences organisationnelles. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend quand on est interne, pour la seule et bonne raison qu'on est toujours un peu caché derrière le senior. Okay, et vous allez développer aussi vos compétences de leadership, parce que c'est extrêmement important. De par votre position naturelle de médecin, vous allez être leader de la prise en charge des malades, d'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Leader ne veut pas dire avoir du leadership. Et moi, je l'ai développé pendant mes premières gardes de seniors, jusqu'à maintenant, je continue à le développer et à m'affiner. Mais voilà, et comme un peu ce petit pingouin, effectivement, il y a un moment, il faut y aller. On petite tape dans le dos, on ne va pas rester interne toute sa vie, donc il faut se motiver. Alors, ce que ça va vous permettre de faire, en fait, c'est de passer cet interne modèle que vous êtes à ce roi de la nuit, donc de connaissance à compétence, et effectivement de passer de Bruce Wayne à Batman, et vous allez régner sur la nuit en gérant votre service, soit d'anesthésie, soit de réanimation. Mais ça ne va pas être simple. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette courbe, c'est la loi de Yerkes-Dodson. Et en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement qu'en fait, vos capacités intellectuelles, elles, ce n'est pas linéaire. Quand vous avez une stimulation qui est trop faible, il y a un risque, d'accord? Parce que vous n'allez pas être concentré, vous allez passer à côté de certaines choses et votre compétence, en tout cas, votre performance va être diminuée. À l'inverse, quand il y a trop de stimulation, on est justement trop soumis à trop d'informations, trop de stress, et à ce moment-là aussi, votre performance va baisser. Et en fait, il y a juste une petite zone pendant laquelle vous allez être stimulé de manière parfaite, et à ce moment-là, vous allez avoir la performance la plus pertinente, et vous allez être extrêmement bon dans votre prise en charge. Mais ce n'est pas tout le temps. Alors, vous allez me dire, pas de souci, moi, ce que je suis flexible, je suis rapide, j'ai des capacités intellectuelles extrêmement développées, je suis capable de m'adapter, puis face aux difficultés, je suis créatif. Donc, en fait, vous êtes ce charmant pilote d'avion de chasse et vous vous dites, voilà, moi, j'ai été formé, je suis Top Gun. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas, puisque vous êtes plutôt ce pauvre pilote de la Royal Air Force qui a son avion dézingué. Et vous allez être fatigué pendant la garde, vous allez douter, vous allez avoir faim, vous allez être anxieux. Et des fois, vous allez être frustré parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, parce que le chirurgien veut 2 scanners avant de passer votre malade au bloc opératoire, ou on n'arrête pas de vous proposer des malades de 97 ans et que vous n'avez plus qu'un lit. Et donc, en fait, ça va jouer sur votre performance. Et vous rajoutez à ça, en fait,
la complexité des dossiers médicaux auxquels vous allez avoir affaire. Par exemple, quand vous prenez un malade, et si je prends l'exemple du traumatisé sévère, hein, que je ne connais pas trop mal, vous allez avoir les données préhospitalières de ce malade, d'accord, ces évolutions de ces données durant le transport, c'est des informations aussi. Vous allez avoir votre examen clinique à l'arrivée. Vous allez rajouter à ça la fast écho, la radio de thorax, la radio de bassin, voire même des fois, vous allez faire un scanner rapidement. Et tout ça, ça va s'entrechoquer avec vos connaissances médicales. Et de toutes ces informations, vous allez devoir tirer votre stratégie diagnostique et thérapeutique. Et parfois, c'est compliqué. Vous rajoutez à ça les épines irritatives, ce que sont les interruptions de tâches. Là, c'est classique, hein, vous êtes en train de prendre en charge le polytraumatisé et vous avez un avis téléphonique. Ah, ce n'est pas urgent, mais il y a Huguette, 97 ans en gériatrie, qui est un peu moins bien niveau conscience. Qu'est-ce que tu en penses? Ça vous coupe un peu dans votre raisonnement. Vous avez aussi à avoir les demandes de l'équipe paramédicale. Le malade à 38,3, est-ce que je peux lui mettre un paracétamol? Les stimulations auditives, l'alarme du bloc opératoire ou de réanimation, le bruit des équipes, le bruit des familles aussi, et parfois la luminosité. Tout ça, ça rajoute du stress. Et par exemple aussi, sur le traumatisé sévère, vous avez toujours aussi, tu veux voir la photo de la voiture qui était cassée, c'était génial, on a fait les photos. Et voilà, ça altère votre focus et votre capacité. Et en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Tout ça réuni, ça fait que vous allez avoir trop d'informations. Et si on reprend cette loi-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est trop d'informations, ce flux trop important d'informations va vous faire que vous allez baisser votre performance. Okay. Alors, vous allez voir, avec votre expérience et avec votre âge, probablement que la partie dans laquelle votre activation est optimale va augmenter. D'accord? Mais plus on est jeune, plus en fait on est à risque d'être soumis à trop de stress parce qu'on a trop d'informations. Et plus on vieillit comme moi, plus en fait c'est l'inverse. On est globalement moins stressé par les situations et probablement plus on est à risque de passer à côté de choses parce que on a l'habitude, on sait gérer et on est moins focus. D'accord? Donc ça va évoluer durant votre carrière. Mais vous, à votre niveau, pour le moment, vous êtes plutôt soumis au risque d'anxiété et de diminution de la performance par trop de flux d'informations. Et donc, en fait, quand vous allez prendre vos gardes, il va falloir commencer à essayer d'anticiper tout ça pour limiter ce flux d'informations et ce stress qui va venir altérer vos capacités cognitives. Et en fait, l'idée, c'est ce qu'on dit, c'est de ne pas saturer votre cerveau et rester disponible, d'accord, afin de pouvoir traiter l'inattendu. Garder des capacités cognitives pour là, je suis en train de prendre en charge un patient traumatisé sévère, mais il y a mon malade qui s'est auto-extubé. Comment j'avais anticipé ça? Est-ce que j'avais prévu des choses? D'accord? Et l'idée, donc, ça va être d'anticiper tout ce qui peut se passer dans la réanimation ou au bloc opératoire, planifier votre garde, savoir à quel moment il y aura des bilans à voir et lesquels sont vraiment importants et auxquels il ne faut pas ne pas les voir. On essaie de tous les voir, mais parfois, vous verrez que des fois, on en oublie quelques-uns. Et pareil, il va falloir utiliser de manière structurée son savoir pour répondre de manière adaptée à chaque situation. Et donc, l'idée, c'est ce qu'on dit dans l'aéronautique, c'est d'avoir des projets d'action, anticiper la suite et prévoir ce que va être votre garde. Alors, comment on peut faire pour justement limiter toutes ces difficultés? Première étape, c'est pas se mettre dans des situations compliquées. Sous-entendu, aller dans un endroit que vous ne connaissez pas. Il faut faire vos premières gardes de seniors dans un service où vous êtes passé interne. Pourquoi? Vous allez être connu de l'hôpital et vous allez connaître l'hôpital. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Déjà, avoir des premiers contacts et des visages familiers quand vous prenez une garde, ça va vous rassurer et ça va limiter les interactions de premier abord qui, des fois, peuvent être compliquées. Vous connaissez les locaux. Vous savez où se trouve le matériel, vous savez où est le scanner, vous savez où est le bloc opératoire. Et ça, rien que de le savoir, ça vous paraît bête, mais quand vous ne savez pas où sont les choses, les chercher, ça vous rajoute du stress et encore une fois, ça fait baisser la performance. D'accord? Et pareil, comme ça, vous connaissez l'équipe médicale et paramédicale, vous vous sentez en confiance avec eux et ça va permettre, encore une fois, de limiter l'inconnu. Et en limitant l'inconnu, vous allez limiter le stress associé. Ça, c'est extrêmement important. D'accord? On peut vous amener, vous allez pouvoir être amené à prendre des gardes de seniors dans des structures que vous ne connaissez pas ou peu. Privilégiez pour vos premières gardes des endroits que vous connaissez bien. C'est, à mon avis, le facteur clé, un des facteurs clés de ce topo. Ensuite, je vous ai fait, selon le déroulé d'une garde, vous allez avoir les transmissions. Les transmissions, c'est un des premiers moments clés. Pourquoi? En fait, vous avez plein de malades. Si on parle de réanimation, le plus souvent, on est entre effectivement 12 et 18 malades dans des unités. Ça peut monter à plus dans d'autres services, mais c'est à peu près le nombre de malades que vous allez avoir sous votre charge. Il va falloir identifier les malades à risque d'aggravation. Pourquoi? C'est ces malades-là pour lesquels vous allez d'emblée dire, voilà,
celui-là, on m'a dit qu'il n'était pas très bien au niveau respiratoire, il a des critères peut-être de PAVM, que si ça s'aggrave, à ce moment-là, je le recédate, à la rigueur, je le curarie, je le prélève et je le traite. Vous avez anticipé. Voire même, vous pouvez discuter avec les médecins du jour qui vous font les transmissions, quel type d'antibiothérapie ils auraient voulu qu'on commence, ou réfléchir un petit peu à la prise en charge. Vous avez un plan d'action. Deuxième étape, vous allez identifier les sorties en urgence. Il vous reste un lit, mais vous avez 2 malades qui sont sortants. Très bien. Alors, où je peux les faire sortir? Est-ce qu'on a déjà pris des jalons avec les services de chirurgie ou de médecine? Ou est-ce que j'ai une place peut-être en USC pour le faire glisser? Voilà. L'idée, c'est de vous dire, là, vous retrouvez dans une situation où vous n'allez plus avoir de place, des propositions de malades, voire des aggravations des étages. Et ça peut arriver, ça continuera à vous arriver. Et moi, ça m'arrive encore, mais on anticipe les sorties prévisibles pour avoir moins de réflexion et perdre moins de temps et moins d'énergie à gérer cette partie organisationnelle, mais qui, vous verrez, est un rôle important du senior durant la garde. Ça lui permet un petit peu de gérer le flux de malades. Okay, et c'est quelque chose auquel on n'a pas été soumis quand on est interne. Donc, pensez-y quand vous prenez les transmissions. Mettez-vous des petites astérix aux malades qui sont sortants ou pas, ou qui risquent de s'aggraver pour proposer, le cas échéant, la meilleure stratégie à ces patients. Après, vous allez avoir l'admission d'un malade. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine sur comment admettre un malade, hein, ce n'est pas du tout le but de ce topo. Déjà, il faut se mettre à l'aise. Vous allez peut-être être soumis à des situations où en fait, la question se pose si est-ce que le malade il a besoin ou pas de réanimation, que ce soit sur le fond ou sur la forme, est-ce qu'il est réanimatoire, pas réanimatoire. Encore une fois, là, le doute doit bénéficier au malade. On vous reprochera plus souvent de ne pas avoir pris un malade qui aurait dû en avoir besoin que de prendre un malade qui n'en avait pas besoin, que ce soit encore une fois parce qu'il n'était pas forcément réanimatoire ou alors qu'il avait une limite mais qu'on aurait pu le mettre surveillé en salle. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est que s'il a été admis par excès, le lendemain, il ressortira tranquillement. Et ça, au pire, ça fera une observation de sortie au senior et un compte rendu à valider, mais ce n'est pas très grave. Et vous, il ne faut pas justement vous torturer l'esprit et encore une fois vous stresser pour se dire est-ce que j'ai bien fait, je n'ai pas bien fait. Vous prenez une décision, la décision étant prise, après, vous avancez, il n'y a pas de souci. On pourra en discuter le lendemain de savoir si c'était justifié ou pas. Mais à ce moment-là, vous avez décidé et vous avancez. Voilà, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et encore une fois, le doute doit bénéficier au malade. Quand vous allez prendre ce malade, alors que ce soit des étages ou alors si c'est un patient qui vient du SAMU, n'hésitez pas à faire des transmissions communes. Sous-entendu, vous faites un time-out, vous arrêtez les choses, le médecin du SAMU va vous présenter le dossier et vous le faites aussi avec les infirmiers. Personne ne touche au malade, tout le monde va bénéficier des informations. Ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est que ça permet de limiter la perte d'informations. Quand le médecin du SAMU fait des transmissions, vous fait des transmissions, il donne des informations qui sont importantes et parfois l'infirmier du SAMU fait aussi les mêmes transmissions ou des transmissions différentes à l'infirmier et ensuite vous vous retrouvez à faire des transmissions à l'infirmier. Les informations peuvent se perdre, et ça entraîne encore une fois trop de flux d'informations, soit pour vous, pour les infirmiers. Une transmission commune, tout le monde a les mêmes informations et à la rigueur, si l'infirmier après veut détailler la voie veineuse périphérique, est-ce qu'elle est fonctionnelle ou pas, et ce qu'il a fait de particulier, pas de souci, mais c'est un autre temps. Ça, c'est extrêmement important aussi à garder en tête. Le deuxième point, c'est que ça va vous permettre quelque chose qui est extrêmement important, c'est de fédérer les équipes. Comme je vous ai dit, vous allez développer, et c'est à ce moment-là que c'est extrêmement important, votre capacité de leadership. Et faire des time-out où on prend le temps, où vous prenez la position du leader, ça va vous permettre de renforcer votre position par rapport aux équipes et ça va vous permettre aussi de fluidifier vos rapports avec eux. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais c'est extrêmement important à proposer. Et ensuite, quand le malade arrive, vous pouvez prendre un petit peu de recul pendant que l'interne l'examine. Il faut prendre cette habitude de ne pas forcément être en première ligne et de se jeter sur le malade, voir un petit peu la situation globale, où en est le malade, où en est la prise en charge et quels vont être vos plans d'action. C'est ce qu'on va vous demander maintenant, c'est de ne plus être dans l'action, mais être dans la réflexion, prendre du recul